Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un grand document paraît ces jours-ci aux éditions de La Martinière. Il s'agit du journal personnel inédit de David Ben Gourion pour les années 1947 et 1948, celle de la création de l'État d'Israël. De quoi inspirer évidemment Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Israël comme État moderne est né très exactement le 14 mai 1948. Or ce passionnant journal tenu par Ben Gourion nous rappelle à chaque page combien l'accouchement a été difficile. Et vous êtes sans doute très conscient, Franck, du caractère, on peut dire, explosif d'un tel sujet. Oui, et du reste, les mails ont déjà commencé à affluer. Il ne s'agit pas d'un sujet consensuel. Alors, pour les amis de l'État hébreu, les événements de 1948 constituent l'aboutissement d'une espérance millénaire, nous allons le voir. Et pour ses ennemis, c'est au contraire le début de la Nakba, ce qui en arabe veut dire la catastrophe. Vous imaginez bien que je vais, pour ma part, essayer de traiter la question avec tout le détachement nécessaire. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Tel Aviv, le 14 mai 1948, il est 16h, il fait chaud, très chaud, quand le chef du conseil provisoire d'un État en cours de formation pénètre dans la salle principale à l'étage du musée local. Un musée qu'on n'a même pas eu le temps de débarrasser de ses tableaux d'ailleurs, pour en faire un hôtel de gouvernement. Il y a là encore au mur des chefs-d'œuvre de circonstances, comme le pogrom de Minkowski ou le juif tenant les tables de la loi de Chagall. Les membres du conseil provisoire ont pris place sur une estrade sous un grand portrait de Theodor Herzl. Je vais revenir dans un instant sur ce personnage fondateur. La salle est pleine de personnalités juives, mais aussi de correspondants, de journalistes, de photographes. Sur le balcon, les musiciens de l'orchestre philharmonique de Tel Aviv. Ben Gourion monte sur l'estrade. Vous voyez à peu près à quoi il ressemble, ce petit grand homme d'Israël, râblé, le teint enflammé, le crâne très dégarni, auréolé d'une couronne de cheveux blancs un peu effilochés. L'assistance entonne ce qui désormais sera l'hymne national d'Israël, l'Atikva, ce qui veut dire l'espérance. Puis c'est le silence, un silence au cœur duquel s'élève, assez grave, visiblement ému, la voix de Ben Gourion. Le pays d'Israël est la terre où est né le peuple juif. C'est là que s'est formé son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il a acquis son indépendance et a créé une civilisation d'une portée à la fois nationale et universelle. C'est là qu'il a écrit la Bible et en a fait présent au monde. Exilé de Terre Sainte, le peuple juif lui est demeuré fidèle dans tous les pays de la diaspora, priant sans cesse pour y revenir et espérant toujours y restaurer sa liberté nationale. Et c'est vrai qu'en ce printemps 1948, ça fera bientôt 2000 ans que les Juifs dispersés à travers le monde attendaient ce moment, la renaissance d'un foyer national en Palestine. Un extrait sur Europe 1 d'Atikva, c'est l'hymne de l'État d'Israël, Franck. C'est le Romain Titus qui avait chassé les Juifs de leur pays en 70 de notre ère, en l'an 3831 du calendrier hébreu. L'empereur Adrien, 60 ans plus tard, allant jusqu'à interdire Jérusalem aux Juifs. Alors je ne vais pas évidemment vous raconter toute la diaspora, mais dites-vous que l'histoire de cet exil a été jalonnée de persécutions, évidemment, celle des croisés au Moyen-Âge, notamment des rois catholiques en Espagne, des Slaves en Russie, en Pologne, etc. Les pogroms, justement, Ben Gourion les connaît bien, trop bien. Dans la petite ville polonaise de Plonsk, près de Varsovie, où il est né, la forte communauté juive en parle sans cesse. Il faut dire que le petit David est né le 16 octobre
octobre 1886, c'est-à-dire 5 ans seulement après le terrible pogrom russe d'Elisabethgrad. Je vous rappelle que la Pologne est russe à l'époque dont je parle. Le père de David s'appelle Victor Green. C'est un juriste élégant, occidentalisé, qui soutient le mouvement Ibat Sion, ceux qui aiment Sion. Les Green ont eu 11 enfants, mais 5 seulement auront vécu, et David est leur 4e fils. Victor a su lui transmettre l'amour du peuple et de la terre d'Israël. Il lui inculque le rêve d'un pays où pourraient se rassembler les Juifs du monde entier, et ce, sur le territoire historique d'avant l'invasion romaine, en Palestine. Il y a déjà alors des colons juifs là-bas. On va y revenir dans un instant. Ils sont soutenus notamment par des financiers d'Europe comme les Rothschild. En 1895, David a 9 ans, commencent à parvenir à Plonsk les premiers échos de l'affaire Dreyfus. Et ça, c'est un choc. Dans les populations ashkénazes, la France jusqu'alors faisait figure de modèle de tolérance. Or voilà que les Français s'en prennent à un juif eux aussi. Le correspondant à Paris du journal viennois Neue Freie Presse, qui s'appelle Theodor Herzl, décide de réagir. Il rédige dans la foulée de l'affaire Dreyfus un livre qui va le faire entrer dans l'histoire, Der Judenstaat, l'État juif. Selon lui, la Palestine étant la patrie historique des Juifs, il faut obtenir du sultan ottoman qu'il la restitue à ses anciens occupants, le tout sous garantie de l'Europe. Dès l'été 1897, Herzl réunit en Suisse le premier congrès sioniste. 200 délégués s'entendent sur le mot d'ordre suivant: le sionisme a pour but de créer pour le peuple juif en Palestine un asile garanti par le droit public. Et 4 ans plus tard, Victor Green, le père de David, décide d'adhérer au Parti des travailleurs sionistes, un parti de gauche, Poalei Sion. Il aurait été bien étonné, Victor, si on lui avait dit qu'un jour ce parti-là, c'est son fils qui le dirigerait. Le plus terrible des pogroms a lieu à Kishinev en 1903. Il fait 50 morts, des dizaines de blessés graves. Ça entraîne une vague d'émigration juive sans précédent vers les démocraties d'Europe et vers les États-Unis. Or, pour les Green, père et fils, la seule émigration qui vaille, c'est l'Aliyah, c'est-à-dire la montée vers la terre promise. Maintenant, David a 17 ans et il demande à son père l'autorisation de partir pour la Palestine. Victor exige avant cela que son fils étudie à l'université de Varsovie. Il faut vous dire que David s'y distinguera surtout comme activiste, au point d'être arrêté, d'obliger son père à faire le voyage pour le faire libérer. Coup de chance, le surintendant de police s'appelait Green, lui aussi, ça a facilité les opérations de libération. Finalement, c'est à l'été 1906 que David, il a donc 20 ans, se met en route pour la Palestine avec un ami, une jeune fille, Rachel, qui est amoureuse de lui, et la mère de Rachel. David, qui croyait trouver la terre promise, est assez déçu pour tout vous dire. L'arrivée fut une amère déception, écrira-t-il. Toute la nuit, nous étions restés sur le pont, dévorant des yeux la côte de Palestine que nous longions depuis le Liban. Je ne me tenais plus d'impatience à l'idée de fouler le sol du pays de mes ancêtres, mais rien ne se passa comme je l'avais prévu. À Jaffa, Ben Gourion est frappé, je cite, par les façades décrépites de saleté répugnante, la bruyante foule d'oisifs en haillons. Pas question de s'attarder ici. David et ses compagnons se précipitent à Petach Tikva, qui est, ça veut dire la porte de l'espérance. Je prononce très mal, moi je ne parle pas du tout l'hébreu, mais c'est une colonie juive où de nouveau, il faut bien dire que les nouveaux immigrés sont déçus. Il n'empêche, David est comme transfiguré par sa présence sur la terre sacrée. Il adopte très vite le nom antique de Ben Gourion, c'était celui d'un héros de la résistance juive contre les Romains. Et pour lui, c'est une vie dure qui commence. Il est exploité par les grands propriétaires, la misère, la malaria sont au rendez-vous, et pour le jeune idéaliste, c'est une dure confrontation avec la réalité. Ben Gourion se rapproche à ce moment-là du mouvement socialiste Poalei Sion dont je vous parlais tout à l'heure, et désormais, il passera ses soirées à militer. La petite fiancée, elle, n'a pas résisté à ce régime beaucoup trop dur. Elle a déclaré forfait, c'est une épreuve supplémentaire pour David. D'autres l'attendent. David est en effet requis par les autorités russes pour faire son service militaire, et pour ne pas créer d'ennui à son père, il reprend donc le chemin de la Russie, puis il va déserter et franchira la frontière hongroise avec l'idée encore de regagner la Palestine. Or sur place, les tensions sont extrêmes entre colons juifs et habitants arabes. Disons-le, Ben Gourion aurait plutôt tendance à prendre la défense des travailleurs arabes dont il partage la vie quotidienne. Seulement voilà, sous la pression des événements, ses convictions vont évoluer de l'ouvriérisme œcuménique, si je puis dire, vers le nationalisme juif. Dès 1909-1910, David est convaincu que les juifs, tôt ou tard, auront à en découdre avec les arabes à propos de la Palestine.
C'est en tant que journaliste qu'il est envoyé à Vienne au congrès de Paulaïsion. L'épisode est capital. Il comprend en effet à ce moment-là que ses semblables dans les colonies de Palestine n'ont plus grand-chose en commun avec les sionistes en chambre, si je puis dire, de la diaspora européenne. Et quand il rentre en Judée, il est convaincu que les Juifs d'Israël seront seuls à se battre concrètement pour l'existence d'un État indépendant en Palestine. Dès lors, il va méditer sur la vieille stratégie d'Herzl. Pourquoi ne pas négocier directement avec les Ottomans ? Et le voilà qui, en 1911, débarque à Salonique. Il se met en tête d'apprendre le turc. Comprenez qu'on a affaire à un surdoué, c'est un personnage incroyable, il apprend les langues comme il respire. Il entre à l'université où il passe sans peine en 2e année. Seulement on arrive à l'été 14, la guerre le surprend pendant les vacances universitaires. La Turquie s'est alliée à l'Allemagne contre la France et l'Angleterre, évidemment. Istanbul fait dès lors la chasse aux sionistes. Ben Gourion est banni de l'Empire turc. Il s'embarque avec un ami pour les États-Unis et là-bas, outre-Atlantique, il va découvrir un public tout prêt à l'écouter. Alors, il multiplie les conférences, David, et d'ailleurs, lors d'une de ses causeries, il va rencontrer celle qui va devenir sa femme, Paula. C'est aux États-Unis, c'est dans ce contexte de guerre que les atteint une nouvelle extraordinaire, une véritable révolution dans l'histoire du sionisme, la fameuse déclaration Belfort du 2 novembre 1917. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui relate aujourd'hui sur Europe 1 la création de l'État d'Israël, Franck. Je vous parlais à l'instant, Julia, de la déclaration Belfort. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? C'est une prise de position du gouvernement britannique. Et pour la comprendre, il faut revenir 1 ou 2 ans en arrière. Nous sommes encore une fois en pleine guerre. Et pour fabriquer des explosifs en quantité suffisante, les Anglais manquent d'acétone. Or, il y a un brillant chimiste de Manchester, le professeur Weizmann, qui, à force de s'échiner sur le problème, apporte au gouvernement la solution. Le procédé Weizmann offre au Royaume-Uni, alors là, toute l'acétone dont il avait besoin. Et bientôt, le Premier ministre de Sa Majesté, Lloyd George, convoque le savant au 10 Downing Street pour lui proposer une récompense. « Oh, je ne veux rien pour moi-même », se défend Weizmann, « mais en revanche, je vous serais très reconnaissant de faire quelque chose pour mon peuple. » Ça tombe bien. Les Anglais ont besoin, en ces temps de haute tractation entre alliés, de l'appui des Juifs d'Amérique. Alors le Foreign Office adresse à Lord Lionel Rothschild la fameuse lettre du 2 novembre. Le gouvernement de Sa Majesté britannique verra favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour en faciliter la réalisation, étant d'ailleurs clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des collectivités non juives établies actuellement en Palestine, ainsi qu'aux droits et au statut politique dont jouissent les juifs dans tous les autres pays. Voilà formalisé, reconnu officiellement par la principale puissance du moment, la revendication de Theodor Herzl. Cette déclaration est approuvée quelques jours plus tard par le président des États-Unis, Wilson, puis reprise à son compte par le ministre français des Affaires étrangères, Pichon. Ça nous entraînerait dans une affaire un peu compliquée. David Ben Gourion, pour autant, reste lucide à son habitude. L'Angleterre a effectué un acte magnifique, dit-il. Elle a reconnu notre existence en tant que nation politique et a accepté notre droit sur le pays. Mais seul le peuple hébreu transformera ce droit en fait tangible et lui seul doit, par son corps et par son âme, par sa force et son capital, construire son foyer national et mener à bien sa rédemption nationale. Voilà qui ne manque ni de réalisme ni de volonté. Or, comme souvent, j'ai envie de dire, la suite va donner raison à Ben Gourion. Parmi nos prestigieux invités d'aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexandre Adler. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être des nôtres. Alors vous venez de publier chez Albin Michel un ouvrage qui s'appelle « Le peuple-monde, destin d'Israël ». Ce n'est pas, contrairement à beaucoup de vos ouvrages passés, un livre extrêmement historique, chronologique. Ce n'est pas de l'analyse, même pas de l'analyse géopolitique. C'est plutôt une réflexion quasi philosophique sur le destin d'Israël et notamment sur le phénomène du sionisme dont vous nous rappelez qu'il a commencé très tôt finalement. Oui, en fait le sionisme... on peut en trouver des traces éparses dès le Moyen-Âge avec des aspirations à revenir sur la terre d'Israël. Mais on peut dire aussi qu'il commence peut-être pour de bon avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Joseph Nassi,
le duc de Naxos, qui sera le grand vizir de l'Empire ottoman. Dont je vous avoue que j'ai découvert l'existence en vous lisant, et c'est très passionnant cette affaire. Il s'appelle Jan Migues au départ, il est de Tavira, dans l'Algarve, un juif portugais, et il va devenir, il est le neveu d'une personne exceptionnelle aussi, qui a beaucoup séduit les romanciers, la Señora, qui est une sorte de grande dame juive portugaise qui vit à Ferrare pendant un temps et qui va gagner l'Empire ottoman, elle aussi, ce refuge de tous les juifs ibériques. Et là, son neveu, Joseph Nassi, va devenir le principal inspirateur de la politique de Soliman le Magnifique et de son successeur Sélim. Et c'est dans ce cadre, à un moment et avant sa disgrâce, qu'il est fait duc de Naxos. C'est un jeu de mots, Nassi, Naxos, bien sûr, n'a jamais exercé de véritable pouvoir féodal sur les Cyclades. Mais en même temps, depuis Constantinople, par contre, il veille à ce qu'un certain nombre de juifs puissent se réinstaller dans la Terre Sainte, qui est à l'époque une province ottomane qui vient d'être conquise d'ailleurs avec l'Égypte lorsque les Ottomans ont défait les Mamelouks. Les Mamelouks étaient assez défavorables aux Juifs, les Ottomans ne le sont pas, dès le départ. Les Ottomans sont même tout à fait conciliants. Et cette colonisation juive, elle va prendre une beaucoup plus grande importance au XIXe siècle, évidemment. Alors vous écrivez, le mouvement d'émigration qui s'affirme à partir de 1850 ne modifie pas initialement les données du problème. Les premiers sionistes, essentiellement russes, sont des hommes constitués dans leur existence comme dans leur système de pensée par une intense foi religieuse à peine encore laïcisée. Ces amants de Sion se recrutent essentiellement dans cette classe moyenne de Kiev et d'Odessa en rupture avec le régime tsariste, mais que son éducation traditionnelle, axée sur l'usage de l'hébreu, détournait encore du révolutionnarisme russophone de la majorité de leur génération. Ce sont en fait ces colons-là qui vont servir en quelque sorte de base et d'appel. Oui, d'une certaine manière, mais il ne faut pas exagérer leur rôle quantitatif. Il est très important sur le plan qualitatif parce que beaucoup de choses, celles qui inspirent le jeune Ben Gurion, dont vous rappelez la trajectoire, sont pensées à ce moment-là, par ces amants de Sion, et notamment grâce à un personnage extraordinaire qui signe sous le nom de Ahad Aham, un homme du peuple, qui son vrai nom Asher Ginsberg, un bourgeois d'Odessa, qui, profondément marqué par la philosophie de Tolstoï, à l'idée, n'est-ce pas, de la reconstruction, de la rédemption finalement du peuple par le retour au travail manuel et à une existence fondée sur le refus de l'artifice et une existence morale. On est dans le Père Serge de Tolstoï, qui lui aussi... Il y a quelque chose de très russe dans tout ça. Tout est entièrement russe. Cette réhabilitation d'une certaine chrétienté médiévale chez Tolstoï, d'un judaïsme éternel chez Asher Ginsberg, elles sont de cette époque où finalement, face au choc d'une modernité dont on ne peut plus nier, c'est un peu comme les oligarques aujourd'hui, eh bien, au fond, toute la pensée russe, juive et non juive, redécouvre des valeurs qui sont antérieures, qui les surplombent. Alors c'est de l'anticapitalisme, on va retrouver Marx, mais dans un sens qui n'a rien à voir avec Marx, parce qu'au fond, on est beaucoup plus proche du Dostoïevski qui, dans Le Joueur, dans L'Idiot, retrouve au fond ce qu'il pense être les valeurs humaines essentielles qui sont au fond caricaturées par ce passage haletant à la modernité qui rappelle un peu ce que nous vivons aujourd'hui en Russie même. Et alors, donc, je vais revenir, Alexandre. Les Juifs, au même moment, voient non pas seulement leur situation se maintenir, mais se dégrader très fortement après la mort du tsar Alexandre II. C'est ça. Alors je vais revenir dans un instant sur le parcours de Ben Gurion et nous allons nous intéresser de près à ce journal inédit qui vient d'être donc traduit et publié en français. Mais avant d'en venir là, j'aimerais justement développer avec vous cet aspect assez extraordinaire. Vous nous dites qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, somme toute, dans cette pensée juive. Vous nous dites l'essence de la pensée juive contemporaine et sa pleine réalisation, c'est la révolution. Non pas seulement celle barricadière et agitée des libérateurs maranes du XIXe siècle, et là vous citez Bolivar, Daniel Lémanine, Marx, etc., et même d'Israéli du reste, elle fait bien partie, cette agitation-là, de ce processus comme une vignette colorée et annonciatrice, écrivez-vous. Mais la révolution la plus profonde s'est attachée aux conceptions du monde les plus fondamentales, l'univers physique, avec Einstein et Bohr, qui instituent la relativité et les quanta, la réalité psychique avec Freud, la matérialisation du processus de pensée dans de puissantes machines avec Norbert Wiener et la cybernétique, ou encore les divers structuralismes
mathématique avec Hilbert en Allemagne et le groupe Bourbaki en France, anthropologique avec Lévi-Strauss, Roman Jakobson et les divers formalistes russes. Pour terminer cette odyssée de la pensée juive révolutionnaire, écrivez-vous, il faut évoquer les grands récits historiaux qui ont bouleversé l'ordonnancement du temps, essentiellement Vassili Grossman pour le drame soviétique d'Envie et Destin et Claude Lanzmann par les voix de la cinématographie avec Shoah. C'est vrai que lorsqu'on vous lit, on réalise d'un seul coup que presque toute la révolution qui a bousculé l'Occident depuis 150 ans nous vient de cette pensée juive. Alors elle ne vient pas en ce sens que ni Newton, ni Pasteur, ni tous les fondateurs de la science du XIXe siècle, que les Juifs ont embrassé avec un enthousiasme exceptionnel, ne sont juifs. Non, ce qui en revanche est juif et qui est cet élément qui va être explosif, c'est l'idée que l'univers n'est pas à sa place. Au fond, depuis la destruction du Second Temple, par Titus, que vous évoquiez, depuis donc la perte de cette terre, les Juifs pensent que le monde ne tourne pas bien et que, au fond, leur forme d'esprit consiste toujours à remettre en cause, à nier l'esprit qui toujours nie, comme le dira Goethe dans Der Geist der immer neint. Voilà, mais c'est exactement cela. Alors bien entendu, c'est plus ou moins défendu à des degrés d'intensité très divers et des solutions elles-mêmes pas toujours convergentes, mais il y a un esprit de révolte et de remise en cause de ce qui est. L'idée, au fond, ce qui est, ce qu'on nous montre, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Il se passe autre chose. Alors chez Einstein, ça confine au génie. Chez Tristan Bernard, c'est plutôt le bon mot. Qu'est-ce qui remplit les lavabos et vide les baignoires, c'est l'entracte. Mais on peut dire que dans ces différents statuts ontologiques de la pensée juive, il y a toujours une remise en cause très violente du destin. Le destin n'existe pas. Et pour arriver à cela, il y a cette idée, cette conviction que l'an prochain, eh bien, tout le monde reviendra à Jérusalem. Une idée qui, certes... Une sorte d'apologie du volontarisme, en quelque sorte. Qui s'est étiolée avec le temps parce que le religieux s'est dégradé lui-même. Mais le paradoxe, c'est que le religieux devenant rationaliste, ou du moins cherchant à l'être, on le voit chez Victor Hugo, c'est toute la passion du XIXe siècle, et ben voilà, c'est le sionisme qui est une des nombreuses solutions possibles de cette révolte globale. Nous avons laissé Ben Gourion en 1917 aux États-Unis. Nous allons l'y retrouver dans un instant. Quelques notes sur Europe 1 de Conspiracy, extrait de la bande originale du film d'Otto Preminger, Exodus, Franck. Oui, je parlais tout à l'heure des grands pogroms russes et j'ai parlé d'Elisabethgrad, bien sûr, et une de nos auditrices nous dit ça se trouve en Ukraine et non en Pologne. Évidemment, je n'ai jamais prétendu que ça se trouvât en Pologne. Alors, nous avons donc laissé Ben Gourion aux États-Unis, en pleine guerre, au moment de la déclaration Balfour. Il met sur pied à ce moment-là, avec un petit groupe de militants, une légion juive qui a vocation à délivrer la Palestine. Elle passera bientôt en Angleterre, puis en Égypte, avant d'aller débarquer à Jaffa. Mais entre-temps, David a su que le chef anglais local, très opposé à Balfour et à sa déclaration, s'est bien gardé d'utiliser cette légion juive pour aller libérer la Palestine. De sorte qu'au moment de l'effondrement de l'Empire ottoman, ce sont les armées anglaises. Et les armées anglaises seules qui occupent la Palestine. Ben Gourion est amer, seulement il est de retour en même temps. Donc, comme nous le disait Alexandre Adler à l'instant, il y a cette espèce de projection permanente vers le futur, ce volontarisme qui le tient, le porte et porte tous ceux qui le suivent. Sa femme Paula le rejoint à Jérusalem avec leur première petite fille et dans cette entre-deux-guerres, les colons juifs ne sont plus que 60 000 sur place. Ils sont devenus pauvres pour la plupart. Lors de la conférence de paix à Versailles, la Palestine a été confiée aux Anglais, évidemment, mais avec la mission explicite de favoriser le développement d'un foyer national juif, certes. Ben Gourion décide de pousser en ce sens. Il va s'installer d'abord à Londres avec sa petite famille, puis il ira en URSS. Sur place en Palestine, le haut commissaire, un juif, a créé une agence juive pour la Palestine dont le président n'est autre que le fameux chimiste Weizmann dont je vous parlais tout à l'heure, l'homme de l'acétone. Ben Gourion contribue à tout ça. Il va fonder une confédération générale des travailleurs de Palestine. C'est un organisme hyperactif, c'est pas un simple syndicat. Tellement hyperactif du reste que ça dérange bientôt les Arabes. On met sur pied côté juif une force armée, la Haganah, dont Ben Gourion se révèle un fervent partisan.
La véritable arme des Juifs, c'est l'immigration massive. Les Juifs de Palestine seront 400 000 dès 1935 et à leur tête s'impose un certain David Ben-Gourion. Ils n'ont qu'une ambition, obtenir avec les Anglais la souveraineté d'un État juif de Palestine, sauf qu'en face, une autre revendication nationaliste s'est fait jour entre-temps, celle des Arabes de Palestine qui veulent chasser les Anglais pour édifier de leur côté un État musulman. La violence ne peut qu'exploser dans ces conditions. Les Britanniques sont vite dépassés. Une commission propose de partager la Palestine entre Juifs et Arabes. Les Britanniques conserveraient Jérusalem avec un couloir jusqu'à la mer. C'est une solution un peu, c'est ce qu'on pourrait appeler une cote mal taillée. Et c'est surtout une solution qui intervient trop tard. En Europe, une nouvelle guerre se profile et comme Hitler proclame haut et fort qu'il va aider les Arabes à se débarrasser des Juifs, vous imaginez bien que le Foreign Office prend peur. Il ne faudrait pas qu'un front arabe se forme autour de l'axe, autour d'Hitler, contre les Alliés. D'où une espèce de surenchère anti-sioniste qui va avoir des conséquences terribles. En 1939, le gouvernement anglais publie un livre blanc selon lequel la Palestine doit devenir un État arabe dont la population juive ne saurait en aucun cas dépasser les 30%. Pour Ben-Gourion et les siens, on peut dire que c'est la fin d'un grand rêve. Nous devons combattre le livre blanc comme si nous n'étions pas en guerre, dit Ben-Gourion. Mais nous devons faire la guerre comme s'il n'y avait pas de livre blanc. Des volontaires juifs de Palestine iront ainsi combattre dans les rangs alliés, et d'autant plus que Churchill, qui est arrivé au pouvoir entre-temps, se déclare hostile au livre blanc. Ben-Gourion file à Londres, qui bientôt est sous le Blitz, et en 1942, il va s'embarquer pour les États-Unis, où il découvre à quel point l'hitlérisme a stimulé le sionisme comme jamais auparavant. Or, en mai 1945, au moment de la capitulation du Reich, le monde a beau découvrir l'horreur du génocide, la cause des Juifs de Palestine reste difficile. Les Anglais contrôlent toujours la région et leur politique est surtout favorable aux Arabes. Les intérêts pétroliers, il faut bien le dire, surtout on est en 1945, ces intérêts pétroliers ont pesé lourd dans leur évolution. Pour Ben-Gourion va commencer un bras de fer terrible, un combat de tous les instants, dont sortira 3 ans plus tard le nouvel État d'Israël. Il s'est rendu dans l'Allemagne libérée, ce leader sioniste. Il a visité les camps, dont Auschwitz, et il y a puisé, non pas la force de se battre, ça il l'avait déjà, mais la confirmation intime du bien fondé de son combat. Lutter, déplacer des montagnes pour obtenir la création en Palestine d'un État hébreu indépendant et souverain. Son adversaire du moment, c'est évidemment l'occupant britannique, et son arme principale, c'est une immigration tous azimuts. On recommence. De toute l'Europe arrivent des navires pleins d'immigrants clandestins. C'est dans ce cadre, bien sûr, qu'il faut resituer l'épisode dramatique d'Exodus. On en parlait à l'instant, ce bateau transportant des Juifs dans des conditions pénibles, et que les Anglais vont arraisonner devant leurs côtes pour en arrêter les passagers et les transférer sur des bateaux-cages qui les ramènent vers l'Europe. Prison Break, c'est un nouvel extrait de la bande originale du film Exodus, Franck, sur Europe 1. Alors sur place, les Juifs de Palestine ne se laissent pas faire. Certains prennent les armes en toute illégalité. C'est la naissance de 2 groupes armés clandestins qui vont s'attaquer aux intérêts anglais, qui vont faire sauter des bombes et tuer pas mal de monde. Officiellement, Ben-Gourion est contre, et d'autant plus qu'il craint que cela ne desserve la cause des sionistes à travers le monde. Du reste, la répression britannique ne se fait pas attendre. Partout en Palestine, on arrête des Juifs, on les parque dans des camps, notamment 3000 hommes de la Haganah qui sont détenus au sud du pays. À ce moment-là, Ben-Gourion est à Paris, mais il suit de près la dégradation de la situation sur place et il prend fait et cause pour ses frères d'armes arrêtés. Et puis, en juillet 1946, c'est le fameux attentat contre l'hôtel King David, abritant les bureaux de l'administration britannique. 5 étages s'écroulent, tuant 90 personnes. À travers le monde, l'émotion est très vive et forcément, la cause juive perd une part de ses soutiens. Le docteur Weizmann appelle à la modération, pas Ben-Gourion. Lui réagit déjà
en chef de guerre à ce moment-là. Il n'hésite pas à assumer une part de la violence. Du reste, quand les Anglais vont proposer un nouveau plan de partage, David Ben Gourion le refuse. Il s'opposera ouvertement au secrétaire au Foreign Office et du coup, c'est le cabinet britannique qui porte la question palestinienne devant l'ONU. L'Assemblée générale nomme une commission d'enquête et là Ben Gourion comprend que cet intermède diplomatique n'est qu'une veille d'armes, il faut préparer la guerre. Alors, grâce au soutien des Juifs américains, il achète des armes en Tchécoslovaquie, il réorganise pour la 3e fois la Haganah, dont il devient cette fois le chef clandestin, et le 29 novembre 1947, retenez cette date, elle est historique, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU vote le partage de la Palestine. C'est la fameuse résolution 181. Le mandat britannique sur la Palestine viendra à échéance dès le 14 mai 1948. C'est ce qui est prévu. Voici ce que note quelques jours plus tard Ben Gourion dans son journal. On est à la date du 3 décembre 1947. J'ai noté, dit-il, à propos d'une réunion du comité exécutif, j'ai noté que nous vivions des hauts moments de notre histoire. Nos ambitions ainsi que les garanties internationales qui nous ont été accordées ont certes été réduites, le territoire a décru, Jérusalem est devenue internationale, on ne nous a presque pas attribué de montagnes, plus de 30 points de nos implantations sont en territoire arabe, les frontières sont mauvaises du point de vue militaire et politique, mais peu d'acquis ont été plus grands que cela. Nous avons reçu la majorité de la bande côtière, des vallées, des ressources d'eau dans le nord, des terres non habitées et 2 mers, la reconnaissance de notre indépendance par la majorité des pays du monde, par toutes les démocraties et conjointement par l'Amérique et la Russie. Il ne faut pas oublier qu'on est maintenant après la Seconde Guerre mondiale, ce sont eux qui tiennent tout. Pour l'instant, il faut insister, écrit Ben Gourion dans son journal, sur 5 principes. 1. Vous allez voir que c'est très intéressant ça. 1. La réalisation de nos objectifs ne consistera pas seulement à établir un État, mais aussi à faire venir 1,5 million de Juifs. 2. Jusque-là, durant une période de 10 ans, il faut former une coalition nationale établie sur 3 fondements. Réalisation sioniste, immigration et colonisation. 3. Régime démocratique et il ajoute amitié judéo-arabe. 4. Hégémonie travailliste et union des travailleurs de terre d'Israël qui acceptent l'autorité de la classe et désirent la construction de l'État et son indépendance en tant que centre du peuple juif. Vous voyez là toute l'importance du passé politique de David Ben Gourion. Et puis 5. Éviter la propagande irrédentiste de conquête territoriale au nom de l'intégrité de la patrie. Ces notes sont donc extraites du journal de Ben Gourion pour les années 47 et 48, publié aux éditions de La Martinière, sous l'égide de Tuvia Freeling et Denis Péchanski. Denis Péchanski est avec nous dans ce studio pour parler de ce document extraordinaire. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Alexandre Adler, qui est historien, journaliste, que vous retrouvez, je le rappelle, tous les matins dans la matinale de Bruce Toussaint sur Europe 1, et Denis Péchanski, qui est directeur de recherche au CNRS, président du conseil scientifique du mémorial de Caen et membre du conseil scientifique du mémorial de la Shoah. Et qui donc a dirigé cette édition du journal inédit de David Ben Gourion pour les années 47 et 48, sous-titré « Les secrets de la création de l'État d'Israël ». Et c'est vrai qu'on entre grâce à ce document, car c'en est un. Il a d'ailleurs la forme parfois rédigée hâtivement d'un document, même si vous usez et même abusez des crochets pour nous faire comprendre ce que veut dire la pensée parfois elliptique de David Ben Gourion. C'est bien un document politique majeur, d'autant plus que, moi j'ai arrêté mon récit là, mais à partir de février 48, c'est la véritable guerre qui va aboutir donc à la création du 14 mai 48. Les pages que vous publiez aux éditions de La Martinière, Denis Péchanski, sont précisément les pages de la crise extrême. C'est l'aboutissement du combat de toute une vie aussi. Oui, c'est la crise majeure, puisque après ce conflit avec les Britanniques, on est rentré dans une phase de novembre 47 à mai 48 d'une guerre avec les Arabes de Palestine, et puis après la proclamation de l'État d'Israël, c'est la guerre avec les voisins arabes. Donc on est vraiment là au moment clé de la construction de cet État, et on voit bien, et tout ce que vous avez si bien raconté le montre, que cette utopie réalisée, comme j'ai souhaité l'appeler, était en fait non pas la conséquence immédiate de la Shoah et l'extermination des Juifs d'Europe, mais comme le point d'arrivée d'un projet qui était un projet sioniste. Alors, et dans la personnalité, dans le cas de Ben Gourion, d'un projet sioniste socialiste.
C'est ça, il y a vraiment cette dimension travailliste chez lui, du début à la fin, vraiment. Oui, et puis ce qu'on découvre, mais bon, les spécialistes étaient au courant, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de nos auditeurs le savent, c'est que vous avez parlé de la Tchécoslovaquie. S'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, il n'y aurait pas eu de création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on imagine toujours la politique soviétique auprès des Arabes, alors que les Américains seraient auprès des Juifs, alors qu'en fait les Américains étaient divisés et que les Soviétiques jouaient à fond la carte Ben-Gurion, la carte des sionistes. Et que 2 jours encore avant l'échéance fixée par l'Assemblée générale des États-Unis, c'est-à-dire le 12 mai 1948, les Américains, à la demande des Jordaniens du reste, vont s'entremettre et vont demander à Ben-Gurion de reporter la déclaration d'indépendance, ce qu'il refuse évidemment. C'est Marshall qui va faire pression. Truman était plutôt sur la position soviétique, on dira, qui était celle du soutien à la création de cet État. Il était sur la position de l'État de New York, dont il avait durement besoin des voix dans une élection présidentielle qui était très difficile, et Marshall lui voyait pas les choses comme ça. Et à un moment donné, Marshall, dans une algarade avec Truman, qui n'est sorti que bien plus tard, lui dit dans ces conditions, Monsieur le Président, j'aurai beaucoup de mal pour ma part à voter pour vous pour les prochaines élections. Et à ce moment-là, Truman a dit dans ces conditions, je ne veux plus voir cet homme. Et c'est ainsi que Marshall a dû céder la place à Hutchison, qui par ailleurs pensait exactement comme Marshall, mais était moins grande gueule. Oui, c'est ça. Était plus discret dans la formulation de Voilà, c'est ce que j'aurais dû dire. Pardon, Franck. On avait très bien compris comme ça. C'était pas mal de le dire comme ça, Alexandre. Alors, grâce à ce journal, grâce à cette publication, on découvre plusieurs aspects. Vous nous avez parlé du rôle de l'Union soviétique, c'est vrai que c'est intéressant. On découvre que Ben-Gurion est quand même avant tout presque un homme, c'est un militaire, c'est un stratège cet homme-là. Et puis, et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à lire ce petit mémorandum qu'il écrit dès le 3 décembre 47, c'est un homme qui se révèle d'une grande ouverture envers les Arabes. C'est presque une obsession chez lui, Denis Péchanski. C'est une clé, on le retrouve dans tous les documents que nous publions, que ce soit des extraits de son journal et donc qui ne sont pas destinés à être publiés, que dans les déclarations qu'il fait devant les commissions internationales, devant lesquelles il a à s'expliquer. Ça, on sent bien les 3 composantes. C'est un très grand stratège politique, c'est un grand stratège militaire, et ce journal en donne une illustration. Et puis, effectivement, il veut que la création de cet État se fasse dans la paix, et dans la paix avec les Arabes. Alors on a l'impression, Alexandre Adler, que face à cette détermination indescriptible de David Ben-Gurion, on a l'impression que toute l'énergie accumulée pendant tous ces siècles finit par s'exprimer à travers les quelques hommes qui sont à l'origine de cette fondation de l'État d'Israël, dont David Ben-Gurion. On a l'impression que face à cette détermination, les Arabes ont été un peu surpris et pris de court. Ils ne s'attendaient peut-être pas à cette force-là. Non, d'abord probablement parce que les Arabes considéraient les Juifs qu'ils connaissaient de très longue date comme des cousins éloignés, pas très dynamiques, et en tout cas toujours susceptibles d'accepter ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire, comme les chrétiens, une loi islamique qui leur accordait la tolérance, mais dans des conditions réglées qui ne devaient pas déborder. Alors bien sûr, les Ottomans avaient une conception large de cette charia. En réalité, les Juifs n'étaient absolument pas discriminés dans l'Empire ottoman. Mais disons que sous l'influence d'Ibn Saoud et du wahhabisme qui commence déjà à avoir de l'importance, et puis de la radicalisation survenue pendant la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup de nationalistes arabes étaient profondément favorables à la victoire de l'Allemagne hitlérienne, eh bien disons que la volonté d'en découdre avait augmenté, et elle se nourrissait aussi d'un certain mépris implicite de ces Juifs venus d'un peu partout, dont on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire. Donc, en effet, l'idée dominante chez de nombreux dirigeants arabes et chez leurs conseillers militaires britanniques, comme le général Glab en Jordanie par exemple, c'était que après une offensive vigoureuse, eh bien, on ne parlerait plus de cela, ce serait bientôt terminé, et les Juifs repartiraient
un peu partout dans le monde et renoncerait à cette chimère qui ne faisait pas les affaires de l'Empire britannique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une erreur d'analyse. Oui, mais c'était celle que toutes les monarchies portaient, et c'est de la raison pour laquelle elles sont tombées ensuite comme des châteaux de cartes, car elles ont dû ensuite rendre compte de cette faillite. Mais personne n'imaginait parmi les vrais... Vous parlez des monarchies arabes qui, qui étaient au pouvoir, fait place à des républiques un peu partout. En Égypte, en Jordanie où elle est restée, en Irak... Et c'était elle qui comptait. Seule la Syrie était une république. Elle venait de naître avec l'appui britannique et contre la France. Mais enfin, tout ça, finalement, c'était des régimes conservateurs, traditionnalistes, attachés à une certaine conception de l'islam beaucoup plus radicale que celle de l'Empire ottoman, qui avait débouché dans le kémalisme et qui faisait une plus grande place aux Juifs. Bref, il y avait l'idée que tout ça serait une affaire certes pénible, mais qui se solderait par une victoire militaire. Si je peux me permettre, si ce n'est qu'ils étaient à 2 doigts de gagner. Puisque effectivement, le déséquilibre des forces était tel qu'on pouvait très bien imaginer numériquement, il est frappant, le déséquilibre. Et il y a un cas particulier Certains Israéliens disent maintenant que c'était moins... Bon. Il y a quand même quelques dizaines de millions d'Arabes d'un côté, quelques centaines de milliers de Juifs de l'autre. Mais je pense, tout à fait. Mais je pense aussi que il y a un cas particulier parmi ces monarchies qu'il faut citer parce que c'est totalement inconnu en France. C'est évidemment le Abdallah de Jordanie qui lui a joué la carte des relations secrètes avec le mouvement sioniste et qui va même convoquer Golda Meir de façon évidemment secrète pour l'avertir 2 jours avant l'attaque arabe contre le futur État d'Israël qu'elle allait créer. Disons qu'il va convoquer Ben Gurion qui lui envoiera Golda Meir. Voilà. Et ça a été considéré comme une offense tout à fait... Oui, mais non, mais il a quand même... une femme pour négocier. Non. Là, je serais en désaccord, Alexandre, parce que dans la mesure où, au bout du bout, il a dit très clairement les choses. Moi, je ne suis pas pour la guerre, mais je suis obligé de le faire pour d'abord ne pas être isolé. Et finalement, au bout du compte, il sera assassiné en 1951. David Ben Gourion, les secrets de la création de l'État d'Israël, c'est le journal personnel de Ben Gourion qui est publié, c'est un inédit évidemment, aux éditions de La Martinière, sous la direction notamment de Denis Péchanski. Donc c'est un document très intéressant que je vous recommande. Et puis, nous n'avons pas eu le temps, j'aurais bien aimé faire d'autres développements avec la hauteur de vue d'Alexandre Adler telle qu'elle se manifeste et se déploie dans Le Peuple Monde, Destin d'Israël. C'est édité chez Albin Michel.